Je suis Danny Plat, professeur et athlète de jiu-jitsu brésilien, ceinture noire, et voici mes chroniques du tatami. Ça fait une demi-heure que tu me casses les couilles, m'a niqué ma séance là. No ego. Vous avez sans doute déjà entendu ces mots au cours de votre aventure dans le JJB. L'ego est notre ennemi, il nous divise et nuit à notre apprentissage. Souvent, il donne lieu à un déni du réel et nous entraîne dans les bas-fonds de la jalousie et de la mauvaise foi. Il a refusé de taper et s'est blessé bêtement. Il ne veut pas admettre qu'il a perdu et se cherche des excuses. Il n'écoute pas les conseils qu'on lui donne. C'est autant de travers qu'on attribue à l'ego. Mais c'est tout de même paradoxal. Nous pratiquons un sport dont l'objectif est de dominer l'autre, d'affirmer sa supériorité sur lui physiquement, a fortiori si l'on est compétiteur. L'essence de la compétition, c'est tout de même de répondre à cette question assez pragmatique, c'est qui le plus fort? On a d'ailleurs souvent coutume d'entendre que les champions ne sont pas en reste en matière d'ego, et nombreux sont ceux qui affirment que cela contribue activement à leur réussite. Alors, que faut-il comprendre? Qu'est-ce que l'ego et existe-t-il? Étymologiquement, ego en latin signifie simplement moi ou je, je. L'ego, c'est la conscience que j'ai de moi-même en tant qu'individu, en tant que sujet propre. L'ego, c'est ce qui me sépare des autres. Je ne sais pas vous, mais moi je n'y vois là rien de bien ou de mal en soi. J'y vois un phénomène amoral, naturel. Alors bien sûr, si je délimite ce qui fait partie de ma personne de ce qui n'en fait pas partie, on pourrait considérer que je crée en quelque sorte un territoire que je peux choisir de défendre et d'étendre. J'ai gagné l'Open de Tourcoing. C'est vrai, sur la photo du podium, c'est bien mon corps qui se tient sur la première place. Mais la magnifique clé de bras que je place à Jean-Michel en finale, qui me l'a apprise? Mon professeur, ou tel poteau du club. D'ailleurs, toutes les techniques et positions que j'ai utilisées dans mes combats, je les ai apprises de quelqu'un. Et puis, sans partenaire d'entraînement, je n'aurais pas été en mesure de me préparer pour cette compétition. Et sans maman, pour me préparer le petit déjeuner des champions et m'emmener en voiture jusqu'au gymnase Patrick Sébastien, comment j'aurais fait? Tout seul, on n'est pas grand-chose, c'est un fait. Certaines philosophies vont même jusqu'à remettre en cause l'existence du moi. Cela dit, c'est bien mon corps et ma conscience qui ont enduré les épreuves pour me hisser jusqu'à la plus haute marche. Et mon idiosyncrasie, c'est-à-dire ma manière d'être toute particulière, mon tempérament, mon caractère propre, que je l'ai choisi ou non, n'a-t-elle pas joué un rôle important dans ce succès? J'ai du mal à croire que non. Alors, en définitive, oui, je serais tenté de dire que c'est bien moi qui l'ai gagné, cette compétition, tout en gardant à l'esprit que je ne l'ai pas gagnée seul, et que tout un tas de facteurs hors de mon contrôle ont également contribué à ma victoire. Deux formes d'ego. Mais ne faisons pas semblant de ne pas comprendre. Finalement, dans le langage commun, lorsqu'on fait référence à l'ego, on désigne souvent l'égocentrisme, le fait de porter une importance, une attention excessive à sa propre personne et de se placer au-dessus des autres. Le risque avec ce genre d'attitude, si l'on reste dans l'optique de la progression en JJB, c'est de se construire une image de soi qui ne prend pas en compte les regards extérieurs, ou qui les craint, et donc de s'enfermer dans des schémas d'apprentissage erronés. En ce qui me concerne, pour parler de quelque chose que je connais bien, il ne m'est pas naturel de faire abstraction du regard des autres. J'y parviens, mais cela me demande plus d'efforts qu'à certains. Je ne suis donc pas de ceux qui se fourvoient en dédaignant la vie des autres, mais de la deuxième catégorie de ceux qui en ont peur. En ce sens, je suis plus dans une fuite que dans un déni du réel. Je n'ignore pas la réalité, mais je fais en sorte de ne pas m'y retrouver confronté pour protéger mon amour-propre. Et c'est peut-être la pire forme d'ego, en matière de performance sportive, car elle pousse à l'inaction et donc à la stagnation, là où celui qui refuse de voir son échec a au moins le mérite de s'y heurter et est plus à même de le surmonter. Rassurez-vous, j'y travaille. Il s'agit là d'un penchant chez moi, mais ça ne signifie pas que j'accepte d'y succomber. J'ai consulté un préparateur mental qui m'a permis de prendre conscience de cet écueil, et je parviens désormais beaucoup mieux à dépasser l'appréhension que j'ai à me retrouver dans des situations peu avantageuses. De celles où l'on se tord, rouge et grimaçant sous la pression d'un adversaire dominant. De celles où l'on n'est plus ce demi-dieu sans faille, ce Raphaël Mendes du 20e arrondissement, qui a réponse à tout dans l'œil du jeune ceinture blanche fraîchement enrôlé. De celles où l'émail d'un moi sublimé se fissure à la lumière d'une réalité peu flatteuse. À ce sujet, je vous conseille l'excellent ouvrage de Charles Pépin, Les Vertus de l'échec. Un livre court, pratique, très vivant, agréable et facile à lire, qui m'a beaucoup aidé à déconstruire la vision très française que j'avais de l'échec. C'est un avis personnel, mais l'autre forme d'ego que j'ai mentionnée, celle qui consiste à être méprisant à l'endroit du jugement des autres, si elle peut être nuisible à la vie en communauté et faire de vous quelqu'un de clairement détestable, pour ne pas dire un odieux connard, me semble moins problématique sur le plan de la performance. Peu importe ce que tu penses, je vaux mieux que toi. Si on s'arrête là, ça sonne comme le plus pourri des commentaires Instagram que l'on puisse opposer à Grosse Kimura du 93 à l'occasion d'une joute virtuelle quelconque. Mais si on continue par «et je te démontrerai que j'ai raison», et qu'on le fait, alors on s'offre la possibilité d'effectuer un travail fructueux pour atteindre son objectif. Et on obtient là quelque chose qui colle à la définition d'un ego de champion. Personnellement, ça m'évoque un Gordon Ryan ou un John Jones, pour n'en citer que deux.
des personnalités qui peuvent se révéler insupportables par certains aspects, mais capables de réaliser des exploits prodigieux. Cela dit, et je conclurai cette idée avec ça, peut-on vraiment parler d'ego quand c'est vrai? Est-ce vraiment s'accorder trop d'importance que de dire je suis meilleur que toi, si c'est le cas? En dehors de toute considération sociale, si l'affirmation est un simple constat et qu'elle n'est pas assortie d'une volonté de domination sur l'autre, je réponds non. On pourrait imaginer une sorte d'autiste vous disant ça froidement sans une once d'égout. Et ça m'amène à ce qui est pour moi une clé lorsqu'on cherche à avoir une attitude optimale dans le cadre de sa pratique du JJB, et probablement même dans la vie, l'honnêteté intellectuelle. Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui est inutile. Parmi tous les avis que j'entendrai sur mon compte, tous ne seront pas à considérer d'égale manière. Il me faudra regarder de qui ils émanent, à quelle occasion, et s'ils se proposent réellement d'être un éclairage nouveau par rapport aux problèmes que je rencontre. Il y aurait probablement de l'intérêt à disséquer chacun d'entre eux, mais si mon objectif est de progresser le plus possible dans le délai le plus court, je n'ai pas le temps pour ça. Je dois donc établir une hiérarchie. Alors je vais me focaliser d'abord sur les avis qui ne remettent pas en cause certaines connaissances que j'ai emmagasinées sur moi-même au cours de mes années de pratique. J'ai une certaine expérience de mon corps et de mes capacités, et, à l'instar des stoïciens, j'ai appris à distinguer ce sur quoi il était en mon pouvoir d'agir de ceux que je devais me résigner à accepter. Des blessures qui m'ont forcé à écarter certaines techniques, ou un profil athlétique peu explosif qui ne me permet pas de rivaliser sur ce terrain-là avec des adversaires autrement pourvus par exemple. Je vais également prioriser les conseils venant de personnes qui ont un certain bagage, et une réflexion construite sur le sujet dont il est question. Et il ne s'agira pas forcément de ceintures noires. Des ceintures bleues qui ont d'autres références que les miennes m'ont parfois apporté des pistes de réflexion extrêmement intéressantes. Je repense par exemple à cette fois où un élève justement ceinture bleue m'a demandé ce que je pensais d'un mouvement pour prendre directement la position montée depuis un passage en backstep. J'ai essayé le mouvement pour le ressentir, voir s'il collait au concept que j'avais déjà dégagé de mes années d'expérience, et j'ai juste trouvé ça génial. L'expérience doit être un outil qui permet d'écarter les idées qui ne sont pas utiles à notre évolution, certainement pas un prétexte pour discriminer le point de vue de ceux qui ont moins de temps de pratique que nous. Blue Belt Matters. Cela dit, j'entendrai nombre de choses qui ne sont pas dignes de mon attention, il faut également savoir rejeter pour avancer sur sa voie. Je n'ai pas tapé. J'ai pris mon temps pour écrire cette chronique, car je savais qu'elle se nourrirait de mon quotidien sur le tapis. Et ça n'a pas manqué. J'entame actuellement ma préparation pour les championnats d'Europe Nogi qui auront lieu fin octobre à Rome. J'avais laissé de côté le Nogi depuis plusieurs années, ayant toujours eu une préférence pour les sensations et le rythme plus lent de la toile. Mais dans un désir de renouveau, j'ai pris plaisir depuis environ 2 mois à redécouvrir cet aspect de ma discipline que j'avais laissé de côté, et plus particulièrement à m'essayer à l'exercice des leg locks dans lequel je suis néophyte. Hier soir donc, lors d'une séance intense de grappling, je me suis retrouvé à naviguer sur le fil du rasoir d'une clé de talon extérieure pas tout à fait placée. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce type de clé fait partie des attaques les plus dangereuses que l'on retrouve en Jiu-Jitsu, et ses conséquences sur le genou peuvent être désastreuses. Ayant déjà eu à surmonter une rupture du ligament croisé antérieur, je suis très au fait du risque que j'encours à résister à ces soumissions. Si mon genou avait été verrouillé, je pense pouvoir dire sans détour que j'aurais tapé. Mais je voyais la sortie, et, de fait, je suis sorti. Non sans dommage. J'ai pu terminer l'entraînement sans peine, au point même de douter de m'être blessé. Mais je me suis réveillé ce matin avec une légère douleur, sans gravité, qui résonne tout de même comme une sonnette d'alarme. Est-ce que le fait que mon adversaire ait été ceinture violette et qu'il ne m'ait jamais soumis auparavant m'a rendu encore plus réticent à abandonner? Je mentirais si je disais que non. Ce n'est cependant pas ce qui m'a convaincu de persévérer jusqu'à m'extraire de la position. Dans mon esprit, ce n'était pas logique. Mon genou était pratiquement libre, je devais sortir. J'ai tapé. Je me souviens avoir eu un jour cette conversation avec Samuel Monin, multiple champion de France et compétiteur émérite que je connais depuis longtemps. Et on se disait en rigolant, en refusant de taper sur une soumission, si tu sors on dira que c'est de la combativité, si tu te blesses on dira que c'est de l'ego. La frontière est parfois ténue, et quand on manque de connaissances techniques dans une situation donnée, on ne sait pas identifier quand on est réellement battu ou on tarde trop à s'en apercevoir et c'est la blessure. Mais même en étant initié, on peut aussi être aveuglé par le désir de gagner, et c'est sur le plan émotionnel que l'on commet l'erreur. Cool as a cucumber, disent les British pour désigner une attitude calme et composée qui doit être la nôtre dans cette situation. J'en reviens à ce que je disais concernant l'honnêteté intellectuelle comme rempart contre l'orgueil. Le constat doit être froid, mais l'attitude doit rester joyeuse. Quelques jours après l'incident de la clé de talon, je me suis retrouvé pris dans la vicieuse Aoki Lock, potentiellement fatale pour les ligaments de la cheville. L'adversaire qui me l'a placé est un excellent grappleur, et je venais de me pousser à faire un premier randori avec lui que j'avais remporté au point.
Animé d'un esprit revanchard que je juge sain, il a souhaité que l'on en refasse un immédiatement après. J'étais épuisé, mais je sentais que c'était la chose à faire. Mon esprit était alerte, j'avais bien dormi. La peur de la blessure aurait été une excuse dans ces circonstances. J'ai fait une erreur sur une tentative de passage et mon pied s'est retrouvé piégé. Je n'avais pas mal, mais j'ai estimé que la clé était verrouillée. J'ai tapé. Je ne pourrais pas vous dire que ça ne m'a rien fait. Mon orgueil en a pris un coup. Mais j'ai pu me consoler en me disant que je suis resté sur ma voie, que j'aurais pu me trouver 1000 excuses pour ne pas faire ce combat, et que j'y suis allé quand même. Qu'il aurait été 1000 fois pire et contre-productif de fuir ou de prendre le risque de résister à la soumission. J'ai 1000 fois plus appris de cette expérience désagréable, qui demain déjà sera oubliée, que toutes les stratégies que j'aurais pu fomenter pour y échapper. Et voici la joie, la vraie, qui revient. Elle vaut bien la peine qu'on emmerde le qu'en dira-t-on. Moi, j'aurais pu le dire parce que j'aurais pu dire je ne vis pas dans l'œil de l'autre. Et puis d'ailleurs, j'ai tapé, le pire est arrivé, et maintenant quoi? Bien souvent, ça ne fait que me désinhiber et me libérer d'une peur qui me retient d'attaquer. À la manière d'un suppositoire, ça n'est qu'un petit moment désagréable à passer en vue d'un grand soulagement à venir. J'en reviens une fois de plus à ce que je disais concernant l'honnêteté intellectuelle. Le remède à l'ego, affronter la réalité. Savoir discerner parmi toutes les émotions que je ressens et les pensées qui me traversent quand je suis implacablement battu. Rester impassible au champ de mon amour-propre autant qu'au grincement sinistre de ma peur quand il s'agit de décider s'il faut continuer ou s'il est temps d'abandonner. Est-ce que c'est toujours possible? Probablement pas. Mais c'est un idéal à viser. Jouer avec l'ego. Il est des scènes auxquelles j'ai assisté sur le tatami, auxquelles vous avez peut-être assisté vous aussi, et que j'aime à reproduire parfois. Des scènes où un pratiquant meilleur qu'un autre laisse entendre que ce dernier lui est supérieur. C'est une forme de sagesse assez répandue dans les clubs à l'atmosphère bienveillante, et c'est, je trouve, une merveilleuse façon de jouer avec l'ego pour ne pas le laisser se jouer de nous. Celui qui encense son partenaire sait très bien dans ces circonstances qu'il est plus fort. Mais il propage l'idée inverse, ce qui implique une forme de détachement vis-à-vis du regard des autres quant à son propre niveau. C'est un je sais ce que je vaux, lancé à soi-même, qui ouvre la porte à l'humilité et à l'altruisme, et une façon de redevenir acteur de son estime de soi par le jeu, comme une insurrection contre le diktat de l'ego. C'est un exercice finalement pas si difficile, qui permet de se confronter volontairement à la peur du jugement des autres, pour l'expérimenter et la tourner en dérision, s'apercevoir qu'on a peut-être plus à y gagner qu'à y perdre, et s'en libérer. J'y joue souvent devant les enfants, par exemple. C'est d'autant plus facile devant eux, et je les laisse croire qu'un de mes élèves adultes me bat quand ce n'est pas le cas. C'est également amusant de les voir s'interroger là-dessus, et remettre en cause le fait que le professeur, ou le plus gradé, est nécessairement le plus fort. Un exercice plus ardu, et par là même plus libérateur et potentiellement plus fructueux, serait celui de faire savoir publiquement qu'un rival effectivement plus doué que nous est supérieur. Car s'il peut être facile de jouer les faux modestes en faisant mine de camoufler une vérité qui crève les yeux, c'est autre chose que d'affronter un réel qui nous blesse. Je veux dire lorsqu'on est profondément investi, corps et âme dans une entreprise, et que d'une manière tragiquement injuste, quelqu'un qui peut avoir fait moins de sacrifices que nous s'avère malgré tout meilleur. Je trouve qu'il y a quelque chose de nietzschéen dans ce travail visant à surmonter la cruauté d'une situation pareille. Et là où j'aurais encore pu me consoler et me complaire dans ma mégalomanie en traitant avec condescendance ceux qui se méprennent à mon sujet, cette fois-ci, je ne peux plus fuir. J'admets être moins fort là où c'est le plus douloureux pour moi de l'admettre. Tu le sais, je le sais, il le sait, et nous voilà l'espace d'un instant tous réunis sous la même lumière, bien que je sois le seul à avoir mon slip sur les chevilles. Je m'y suis essayé également, ça donne un peu le tournis, mais c'est assez salutaire. Dans la liste de ces jeux auxquels on peut s'adonner pour se libérer de l'ego, il y a également celui bien connu qui consiste à laisser volontairement un partenaire moins aguerri prendre une position avantageuse sur nous. Il présente le double intérêt de permettre à mon partenaire et à moi-même de travailler respectivement nos attaques et nos défenses, et d'explorer des situations qui n'adviendraient pas si je combattais plein pot. C'est un travail dont on entend souvent parler pour ses vertus quant au perfectionnement technique, mais on peut également y voir une mise en application physique et concrète de cette sagesse bienveillante dont je parlais tout à l'heure. J'aime également beaucoup l'univers revendiqué par Craig Jones et la B-Team, qui jouent, une fois de plus, de leur position de numéro 2. Arborer cette image presque fièrement et détourner avec humour ce qui pourrait se vivre comme un caillou dans la chaussure devient un moyen d'en faire une force et de s'attirer la sympathie d'un public qui se reconnaît en eux. Car au final, recherche-t-on à être le plus fort ou être le plus aimé? Vous l'avez compris, si l'ego est un mécanisme de défense face à une peur de dévaluation de notre propre personne, l'humour et le jeu sont des outils précieux pour se délester de cette armure qui pèse lourd et nous empêche de nous mouvoir correctement. Choisis ton ego. Puisque nous en sommes aux techniques que l'on peut mettre en place pour conjurer les effets pervers de l'ego, en voici une autre qui m'a bien rendu service.
Je me souviens d'une citation que j'avais un peu bêtement attribuée aux frères Mendes car ils l'avaient partagée sur leur compte Instagram il y a bien longtemps, et qui provient en réalité d'Abraham Lincoln. Discipline is choosing between what you want now and what you want most. La discipline, c'est choisir entre ce que vous voulez maintenant et ce que vous voulez le plus. Si la discipline n'est pas exactement le sujet qui nous occupe, c'est bien cette logique que je vais opposer à mon ego. Puisque mon ego est celui qui refuse de taper quand il est pris, qui fuit les adversaires difficiles à l'entraînement, ou qui paradoxalement me pousserait à faire le randori de trop pour prouver quelque chose à autrui, alors qu'il serait plus sage de se reposer. À celui-là, je pose la question, qu'est-ce qui est le plus important ? Atteindre mon objectif, quel qu'il soit, gagner une compétition, optimiser ma progression et éviter les blessures, vaincre mes peurs, etc. Ou bien obéir à l'impulsion du désir immédiat sous peine de graves conséquences à venir, blessures, stagnation, etc. Comme dirait un grand philosophe, en ce qui me concerne, la question elle est vite répondue. Mais ce qui est délicat à saisir, c'est que la mesure de la décision à prendre dans telle ou telle situation est toute personnelle. Il s'agit de faire fi du regard des autres pour se demander à soi-même où est notre véritable intérêt et y répondre en observant une honnêteté scrupuleuse. Si mon désir est de battre tel compétiteur ou de dépasser tel partenaire d'entraînement, je me dois d'être clair et me l'avouer franchement si je veux me donner la chance d'y parvenir. Et si je le vois, fait preuve de dissonance cognitive en me convainquant que je me satisfais de la situation alors que ce n'est pas le cas, eh bien, tant pis pour moi. Et lorsque j'ai bien déterminé mon objectif, il me faut alors l'ériger au rang de valeur transcendante, c'est-à-dire à quelque chose auquel j'obéirai par-dessus tout, en balayant les informations parasites. Je sais d'expérience que j'ai atteint un niveau de fatigue qui rendrait contre-productif de poursuivre l'entraînement. Mon ego, même titillé par les mots d'un partenaire, devra se plier aux règles dictées par mon objectif. Je sais au fond de moi que m'entraîner avec tel partenaire me mettra au défi et me poussera à puiser dans des ressources inexploitées au risque de me faire malmener devant les autres, ce qui peut inclure des élèves. Mon ego devra se plier aux règles dictées par mon objectif. Je sais que je suis pris dans cette soumission. En refusant de taper, je m'expose simplement à la blessure et à un ajournement de mon ambition véritable. Mon ego devra se plier aux règles dictées par mon objectif. Etc., etc. Vous l'avez sans doute compris, cela implique que dans une même situation, le bon choix peut quasiment être tout et son contraire, car il dépend exclusivement de mon but ultime. Et il est parfois bon de se remémorer ce dernier. Si je sais pourquoi je fais les choses, que je me mets au service d'une cause transcendante que j'ai moi-même déterminée au préalable, je cesse d'être dans l'errance, ballotté entre l'avis de l'un et l'avis de l'autre, et je suis plus à même de résister aux injonctions délétères de mes états d'âme du moment. Je ne crois pas qu'il soit possible ou souhaitable de faire totalement l'économie de l'ego. L'objectif que je me fixerai sera lui-même en partie dicté par mon ego. Mais je vais une fois de plus établir une hiérarchie, cette fois-ci au sein de mes désirs, afin de prioriser, comme disait Abraham Lincoln, ce que je veux le plus par rapport à ce que je veux maintenant. La bonne distance. J'évoquais tout à l'heure la frustration que l'on peut ressentir quand on fait la rencontre d'un pratiquant qui peut être moins expérimenté et néanmoins à même de nous botter le cul. Je pense que c'est se focaliser sur la mauvaise chose. Nietzsche, dans sa proposition d'une approche artistique du monde, parlait de trouver la bonne distance par rapport aux choses. Je vais reprendre un exemple de Michel Onfray pour illustrer ça. Imaginez une peinture. Le nez rivé sur la toile, vous ne manqueriez sans doute pas des coups de pinceau et les moindres petits défauts, mais vous passeriez complètement à côté de l'œuvre dans sa globalité. A contrario, en vous plaçant à plusieurs dizaines de mètres du tableau, vous ne seriez pas non plus à même de l'apprécier. Je vois au moins une manière d'appliquer cette sagesse au cas qui nous occupe et à la pratique du JJB de manière générale. L'idée est de conserver un certain détachement par rapport à mes objectifs, ne pas les perdre de vue, mais poursuivre ma quête avec légèreté et peut-être même un brin d'insouciance. Ceci afin de ne pas tomber dans une forme de crispation volontariste, pour reprendre une expression de Charles Pépin que j'aime beaucoup. Il est des choses qu'on ne peut commander d'une main de fer, mais que l'on peut apprendre à apprivoiser. En acceptant que mon succès ne dépend pas de ma seule volonté, j'allège considérablement mon fardeau, et je ne suis plus tenu de prendre mes échecs personnellement. Mon ego se trouve comme dilué dans l'ampleur de la tâche à accomplir, je me perds dans mon art, c'est comme si je n'étais plus que le vecteur de quelque chose de bien plus grand, c'est un vertige divin. Et paradoxalement, je retrouve du cœur à l'ouvrage. Une erreur que j'ai souvent commise a été de verser dans une pratique obsessionnelle. M'entraîner toujours plus, avec des adversaires toujours plus lourds, toujours plus forts, et sans cesse ajouter à ma charge de travail au prix de la fraîcheur et de la clairvoyance. Vous savez, celle que l'on expérimente si bien après une période de pause prolongée. Même si l'on est parfois un peu rouillé, qu'est-ce qu'il est bon de refouler le tapis après une bonne semaine d'absence. Less is more. Cette maxime minimaliste invite au rejet du superflu pour mieux se concentrer sur l'essentiel. Tout comme le silence a son importance pour qu'impactent les mots de l'orateur éloquent,
le repos sublime les vertus de l'entraînement. Je constate d'ailleurs souvent chez mes élèves en cours particulier que de nombreuses choses semblent se mettre en place en arrière-plan pendant leur période de vacances. Des techniques sur lesquelles ils butent plusieurs semaines sortent finalement naturellement après un temps de relâchement. Pour les compétiteurs, les impératifs du haut niveau ne permettent pas toujours de s'offrir cette soupape de liberté. Alors, à la manière d'un plan diététique bien construit qui n'interdit pas le Nutella, il faut savoir s'offrir ses respirations par petites touches et ne jamais faire l'économie du plaisir. Concrètement, cela peut se matérialiser par plus de diversité dans l'entraînement. Varier les thèmes de travail, s'essayer à des disciplines complémentaires et surtout avoir d'autres centres d'intérêt. Je suis convaincu que la recherche de la performance, tout du moins sur le long terme, doit passer par la recherche d'un équilibre. Toujours dans cette idée du silence qui permet le jaillissement de la note, cette même note qui serait passée inaperçue perdue au sein d'une phrase musicale complexe, je dis également gare à la surcharge d'informations. Je parlais de Nutella tout à l'heure, et si je pense que regarder une vidéo ou un programme débile de temps en temps est salutaire pour l'esprit, je crois qu'il est primordial de surveiller ce que je lui donne en nourriture. Il y a des choses délicieuses sur internet, mais il y en a beaucoup trop, et elles défilent beaucoup trop vite pour mon cerveau qui n'a pas le temps de les digérer. Les vignettes, les notifications, les formats courts, autant de sucreries multicolores qui le rendent obèse et apathique. Mon père m'a souvent répété « L'esprit humain n'est jamais aussi efficace que lorsqu'il se concentre sur de petites choses », ce qui peut aussi s'entendre comme « sur peu de choses ». Je suis empreint d'une vitalité débordante depuis qu'à mon retour de vacances il y a 15 jours, j'ai fait un grand ménage dans mes consommations intellectuelles. Le jujitsu, la pensée de Nietzsche et ses chroniques. Voici les 3 sujets de réflexion se nourrissant les uns des autres qui occupent majoritairement mon esprit ces temps-ci. Il y en a d'autres, mais ils sont contingents. C'est à la fois suffisamment restreint pour que ma progression soit optimale et suffisamment diversifié pour me préserver de la lassitude et de l'épuisement. Tout ceci venant bien sûr après ma copine, juste au cas où elle écouterait ce podcast. Conclusion. Le temps est venu de conclure ce recueil un peu chaotique de pensées sur le thème du slogan No Ego associé à notre discipline. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition. Une qualité impopulaire en France qui m'a permis de façonner le réel à l'image de mon désir, autant qu'elle a pu me rendre ce même réel insupportable. Je serais Raphaël Mendes ou rien. Cela pourrait résumer à peu près l'état d'esprit qui était le mien quand j'ai commencé à pratiquer. Mais si je n'ai pas su être le meilleur, j'ai quand même pu trouver un sens à ma pratique dans la recherche et l'expression de ma singularité. Trouver ce que je sais faire comme nul autre, découvrir un peu plus chaque jour passé sur les tatamis, qui je suis. Trouver également un salut dans une transcendance qui est tout sauf le regard de l'autre. Cette transcendance, c'est simplement le jujitsu lui-même. Car le jujitsu a toujours raison. Il est parfois de mon côté, comme la force le serait pour un Jedi, et je me fais alors son messager, mais lorsqu'il est contre moi, il s'agit de m'incliner et de réapprendre à l'apprivoiser. Tel est mon code d'honneur, et j'ajouterai qu'il n'a pas grand-chose de moral. Si l'ego est un territoire aux frontières un peu floues et mouvantes qu'il m'est donné de défendre et d'étendre, comme je pouvais l'évoquer au début de ce podcast, alors je décide d'en faire un jardin magnifique selon mes critères. Il y aura toujours un arbuste à tailler et une mauvaise herbe à arracher pour que l'œuvre puisse resplendir de tout son éclat dans son entièreté. Puissiez-vous vous y balader avec plaisir, mais de grâce, passez votre chemin et n'y regardez pas de trop près.